Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un épisode qui va répondre à beaucoup des questions que vous me posez. Vous me demandez souvent quels sont les rituels managériaux que je devrais mettre en place. Quelles sont les tendances, les mouvements, c'est quoi de bien manager alors. Bon, j'explique tout le temps que bien manager, mal manager, moi je sais pas ce que ça veut dire. Que les tendances et les modèles, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est les rôles modèles. Et vous allez me voir, vous me voyez venir. Et donc en fait, aujourd'hui, si oui, on est dans des démarches, on doit être dans des démarches beaucoup plus collaboratives pour répondre à des exigences à la fois de marché économique, mais aussi de marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'on doit aller vite dans un monde complexe, et aussi on doit attirer des candidats, donc pour tout ça le collaboratif est extrêmement favorable, mais je vous explique tout le temps qu'en fait le point fondamental pour aller vers tout ça, c'est effectivement, quand je vous parle de rôle modèle, c'est d'abord d'être au clair sur le manager ou le leader qu'on veut devenir. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait il est important d'incarner ça. Il est important de définir le cadre managérial qui va fonctionner avec nous, et alors, seulement alors, on va pouvoir adopter des rituels. C'est pour ça que je vous parle de rôle modèle et pas de modèle. Donc vous calez pas sur des modèles, calez-vous d'abord sur qui vous êtes. Vous allez me dire, c'est pas toujours facile. C'est un chemin que je fais, que j'accompagne en tout cas sur ce chemin, nombre de managers, de dirigeants, de leaders, à travers mon programme L'entreprise de demain. Je le fais en collectif ou en one-to-one, donc individuellement et là de manière beaucoup plus rapprochée. Voilà, parce que une fois que vous avez fait ce chemin et que vous êtes au clair là-dessus, tout d'un coup la question des outils et des rituels, elle est limpide, elle est beaucoup plus évidente et surtout elle va fonctionner parce qu'elle est incarnée. Mais néanmoins, comme je sais que c'est quelque chose dont vous êtes friand, j'ai demandé à Stéphane Damota, Stéphane qui m'a interviewé sur ce podcast Closing il y a quelques temps, qui a plein d'autres activités que ce podcast, mais là ce podcast Closing est un podcast sur la vente. J'ai demandé à Stéphane de venir nous partager, il m'avait raconté comment il avait adopté les outils de l'agile dans son management, il y a déjà de nombreuses années, puisqu'il travaille dans la tech, donc l'agile était déjà très présent. Et comment est-ce que ça l'a aidé à développer aussi un management plus collaboratif. Donc on va parler de stand-up meeting, on va parler de Kudo, on va parler de personal map, on va parler aussi de dojo. Donc certains rituels qui sont assez ludiques d'ailleurs, d'autres un peu plus qui demandent un peu plus de préparation, mais qui sont très intéressants. Et j'en ai profité aussi, Stéphane a accepté de nous raconter en quelques mots comment est-ce qu'il était peu à peu arrivé à adopter une gouvernance d'entreprise libérée. Alors on va pas faire un épisode détaillé là-dessus. Et c'est valable, ce qu'on raconte, ce qu'on échange, c'est vraiment utile pour vous, quel que soit le format d'entreprise, dans la mesure où vous voulez aller vers du collaboratif. Et et de nous dire quelles étaient les personnes, les auteurs qui l'avaient inspiré sur ce sujet. Donc c'est un épisode riche et passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute, mais juste avant, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai sorti depuis quelques mois une newsletter qui sort en fait tous les 15 jours, qui est donc, on va dire, une extension du podcast. Dans cette newsletter, vous avez à la fois les coulisses du podcast, mes réflexions, ce qui arrive, etc., etc. Vous avez à la fois des notes sur les épisodes, et typiquement, là, c'est un épisode riche, donc c'est toujours intéressant d'avoir comme ça répertorié tous les éléments qu'on peut citer. Et vous allez avoir aussi d'autres sources d'inspiration, puisqu'il n'y a pas que ce podcast, il y a plein d'autres sources, donc si vous voulez creuser les sujets, je vous mets d'autres sources d'inspiration. Donc voilà, pour vous inscrire à la newsletter, c'est facile, le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis deuxième chose, vous savez combien il est important pour que ce podcast continue à se développer, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, de mettre à la fois des notes sur les différentes plateformes et des commentaires sur Apple Podcast. Et en plus les commentaires, je trouve ça hyper utile parce que d'abord ça me fait très plaisir,
forcément, de voir quel est votre retour sur ce que je vous propose. Mais ensuite, je trouve que moi, quand je cherche des podcasts, personnellement, je regarde souvent les commentaires pour voir par rapport à ce que racontent les gens, est-ce que c'est ce que je viens chercher. Donc je trouve que c'est aussi utile aux autres. Voilà. Donc double merci pour tout ça. Et puis cette fois-ci, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. À bientôt. Bonjour Stéphane. Hello. Écoute, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour un échange qu'on s'est promis d'avoir depuis un petit moment. Stéphane, ton métier, c'est plutôt à la base d'être directeur commercial. Tu es en train de changer un petit peu de métier, mais tu vas nous expliquer quoi et comment. Et dirigeant. Et l'idée, c'était de puiser dans ton expérience passée pour parler de tout ce qui est l'agile appliqué au management, entre autres. Donc voilà, donc je vais te laisser te présenter et puis après on ira plus loin. Ok, super. Déjà merci de m'accueillir sur ce micro. Tu me renvoies l'ascenseur puisque il y a quelques mois ou quelques semaines, j'ai eu la chance de te recevoir aussi sur mon podcast qui s'appelle Closing. Donc ça c'est une de mes premières casquettes, on va dire de passion, ce podcast. Ensuite, au niveau associatif, je suis vice-président des dirigeants commerciaux de France, donc c'est une association qui fait la promotion du métier de la vente, du management de la vente. Et je suis depuis bientôt un an cofondateur d'une start-up qui permet aux TPE-PME de pouvoir s'engager dans le voyage de la RSE. Donc avec un pilier assez important, je crois que dans les trois que tu apprécies beaucoup, c'est celui du social, et on va arriver à ce sujet. Et donc moi j'avais envie de partager avec toi et tes auditeurs une expérience qui a été une expérience assez longue en termes d'années, mais avec un feedback que je trouve assez riche, et je vais vous le partager autour de l'application des méthodes agiles plus liées dans le monde de la tech, que j'ai pu observer et transformer en partie avec des équipes pour les appliquer à des métiers market, sales et voir d'autres. Voilà. Alors raconte-nous. Tout a commencé il y a quelques années où j'ai eu la chance d'intégrer une boîte de services extrêmement tech, mais quand je dis tech, c'est vraiment avec un métier qu'on appelle le DevOps. Je vais pas dire ce que c'est, on va pas parler de ça plus dans le détail, mais quand on est en 2015, on est vraiment au début de cette tendance autour de l'optimisation des architectures techniques. Et donc je suis entouré de développeurs, de DevOps, et je commence à observer les réunions autour de l'agile, les fameux stand-up des développeurs qui sont tous debout en train de se parler, le midi, de les voir arriver avec leur sac pour déjeuner avec quelqu'un qui est en train de présenter quelque chose, et puis parfois le matin je les vois en train de encore discuter avec des gens assez spécialisés ou avec des invités, et je dis écoute, j'ai commencé à regarder de plus près, et de plus près je vois donc toutes ces méthodes dites agiles pour faire en sorte que quand on développe un produit, plutôt que de faire des choses assez éloigné de l'utilisateur et d'attendre 6 mois pour dire que ton utilisateur final voudrait que ça soit fait différemment, le principe de l'agile, maintenant tout le monde en parle, ces fameux sprints de 3 semaines pour être au plus proche de ce que veut l'utilisateur final. Et en fait, quand on voit ça, on peut l'appliquer à d'autres métiers. Donc moi je l'ai appliqué notamment sur la fonction commerciale et marketing, à commencer ces stand-up. Donc les stand-up c'est assez simple. Météo du moral, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Donc ça c'est quand tu fais le stand-up du lundi. Qu'est-ce que tu as fait d'impactant la semaine dernière et qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? L'objectif c'est évidemment de porter au groupe connaissance de choses remarquables, soit de coups de gueule, soit de belles réussites, et pour faire grandir toute l'équipe. J'ai un petit clin d'œil sur cette histoire de stand-up qui est chez les techs, c'est souvent tous les jours. Appliqué au monde du business, c'est plus souvent une fois par semaine. Et en période de crise, donc moi je pense tout de suite au confinement, avec mes managers de l'époque, donc quand j'étais dans une autre entreprise où j'avais une centaine de collaborateurs, une dizaine de managers, on a appliqué ça tous les jours. Donc tous les jours à 8h30, pendant 30 minutes, chacun délivrait sa situation, sauf ce qui se passait. C'était pas stand-up, c'était derrière un écran, quoi. C'était un stand. Tu pouvais être debout si tu veux, mais en général, tout le monde n'était pas forcément. Mais le principe, tu le comprends. Donc, un premier outil du stand-up,
hyper intéressant. Le deuxième outil que j'ai un peu abordé, le brown bag lunch, donc le principe de venir le midi et d'avoir quelqu'un qui va partager un succès. Donc là, chez les techs, c'est plutôt j'ai réussi à coder, j'ai découvert un nouvel outil ou j'ai fait tel. Mais là, c'est la même chose, mais version business ou market, en disant voilà, parce que moi je fais bien, j'ai trouvé ça et j'ai envie de partager. Et donc tu viens avec ton sandwich, ta salade, et tu vas écouter quelqu'un qui va partager un succès ou une bonne pratique. Quelque chose qui est un rituel beaucoup plus structuré, c'est les dojos. Donc c'est pareil, les techs le font en disant j'ai trouvé telle solution et c'est maintenant qu'on va commencer à utiliser tel outil et je vais partager à la communauté. Et bien là c'est la même chose. Dans un dojo, il y a un sensei qui est en général plutôt le manager, et il y a quelqu'un qui va montrer une nouvelle prise. Et cette prise-là, elle va être partagée par la communauté. Il y a quelqu'un qui doit faire le script aussi, et qui va, une fois qu'il a montré sa bonne prise, la mettre, demander le feedback des autres. Et en fait, grâce à ça, la prise va être améliorée grâce à la force du collectif. Et on va, donc la personne qui note tout ça va pouvoir confirmer une bonne méthode, quelque chose qui est partagé de tous et qui est, on va dire, au top de sa pratique. Donc ça, c'est une autre routine très copiée du monde de la tech. Bon, l'histoire du feedback de progrès, ça, je pense qu'on le connaît tous assez, notamment quand on parle à un public RH comme le tien. Je pense que c'est pas la peine d'en parler. Ou de manager, mais j'avais fait un épisode dessus. Je pourrais mettre les liens vers l'épisode. Ah, super. Et après, moi, il y a un outil que j'adore, qui est un super icebreaker que vous pouvez retrouver sur le site Management 3.0. C'est la personal map. Qu'est-ce que c'est que la personal map? Vous mettez au milieu de la personal map votre prénom et vous faites une carte mentale, donc une carte heuristique, vous l'appelez comme vous voulez. Et ben voilà, je vais mettre enfance, sport, études, famille, expérience professionnelle, et à chaque bulle, je vais aller jusqu'à le lycée, le collège, dans mes passe-temps, tel sport, je bricole. Donc je fais ça pour moi. Je fais ça pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je suis en binôme. Je présente cette map à quelqu'un, et l'autre personne, le binôme, va me poser des questions sur « Ah bon, t'as fait tel lycée, mais comment ça se fait que t'as fait tel sport ?» Le principe, c'est de pouvoir connaître son équipe mieux et que les équipes se connaissent. Moi, j'avais un problème dans une autre boîte où j'avais 2 collaborateurs qui devaient bosser ensemble et qui avaient trop de mal lors d'un séminaire. Et là, on se rend compte qu'ils ont la même race de chiens, qu'ils sont passionnés tous les deux de bricolage, et qu'ils ont des connaissances communes du lycée, un truc de fou. Et ils ont failli partir après le séminaire quasi en se mariant. Je plaisante, mais en fait ça permet. Et en plus de ça, quand vous avez des communautés en distanciel, ça fonctionne aussi. Et là, donc dans Management 3.0, vous avez même quelques tutos pour savoir comment bien l'utiliser. Je vous mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode. Voilà. Et il y a une autre perle dans Management 3.0, c'est les kudo cards. Donc pour les coureurs sur Strava, vous savez ce que c'est qu'un kudo, c'est le like version sport. Mais là, c'est autre chose. C'est des cartes dans lesquelles donc vous faites une réunion, puisqu'on parlait de feedback. C'est très facile aujourd'hui de faire des compliments sur des actes forts, sur des choses, mais c'est plus rare le merci du quotidien. Et là, l'objectif, c'est de faire de temps en temps ce merci du quotidien. Donc, vous réunissez votre équipe, chacun prend des cartes. Dans les cartes, ça écrit « Trop fier de bosser avec toi, c'était incroyable ce que tu as fait, un grand merci ». Chacun prend une carte, met un prénom, et se lève, et sur un mur, va accrocher et quand il l'accroche, voilà, Michael, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Ce team spirit sur l'avant-vente où tu m'as aidé, c'était incroyable. Merci beaucoup. Clac, l'autre personne vient. Et en fait, ça fait un mur de post-it qu'avec du positif. Alors, l'envers de ça, c'est que si dans une équipe, on n'a pas son prénom écrit sur un mur, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est encore un autre sujet, parce que ça veut dire que c'est pas qu'on n'a rien fait d'extraordinaire, mais on est moins dans l'équipe. Donc ça veut dire qu'il faut pas que ça devienne une obligation. C'est-à-dire qu'il faut pas faire une carte parce qu'il faut en faire pour tout le monde. Il faut faire celle auquel on pense vraiment, quoi. Exactement. De manière sincère. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent,
Vous pouvez faire des post-it, mais ils vendent aussi les cartes qui sont plutôt assez chouettes sur le site. Exactement, en français et en anglais. On n'a pas de com, hein. C'était juste pour rendre service. Non, mais c'est un truc. Et moi, j'ai un ancien collègue chez Cégide, Dirko, qui a fait ça en séminaire, mais un truc énorme avec plus de 150 personnes sur un wall énorme. C'était hyper impressionnant, ça a marqué. Après, pour la petite anecdote, moi, je l'ai même fait à la maison, parce que parfois à la maison, on se dit pas assez merci. Et on dit pas assez qu'on est fiers chacun des autres. Et donc, c'est aussi un outil qui est assez rigolo. Voilà. Ensuite, si je continue là-dessus, post-mortem, pré-mortem. Donc ça, c'est des outils aussi très utilisés chez les techs et sur lesquels on peut l'appliquer à la fonction commerce, puisque au marketing ou d'autres. Puisque je vous donne à chaque fois le vertical Sales and Marketing, mais ça peut être même dans son équipe RH, ou puisque c'est le principe du post-mortem, c'est lorsqu'il y a eu un raté, pourquoi il y a eu ce raté, comment on aurait pu l'empêcher. Voilà. Et le pré-mortem, c'est l'inverse, c'est de projeter des hypothèses d'échec, et comment éviter cet échec. Et ça aussi, je trouve que c'est un outil qui est super puissant. On a plus l'habitude de faire des post-mortem que des pré-mortem, mais moi, au final, je trouve que le pré-mortem, il est intellectuellement et encore plus puissant que le post-mortem. Ouais, alors moi, j'aime bien le pré-succès aussi, parce que parfois, c'est important aussi de montrer l'impact que ça aura quand ça va réussir, parce que quand c'est difficile et que notre cerveau veut pas nous laisser avancer parce que c'est trop dur, c'est bien de montrer qu'au bout de la course, ça vaut le coup aussi. Ouais, c'est sûr, mais normalement, quand on fait des tactiques où on est plutôt dans le pré-succès que dans le pré-mortem. Donc en gros, Bien entendu, mais je pense que les deux sont intéressants pour deux sujets différents. Pour moi, ce que j'ai appelé le pré-succès, c'est le fait de te mettre en action. Et le pré-mortem, ça va plutôt être de faire des scénarios et de pouvoir anticiper comment on va réagir en fonction de ce qui va se passer, etc. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes besoins. Écoute, dernier petit tips, c'est le rôti. Donc le rôti, quel est le principe? Assez simple, on finit une réunion et comme quand on était enfant, on jouait à Shikumi, on va toutes les parties prenantes de cette réunion vont voter de 1 à 5 avec leurs mains. En même temps, évidemment, pour pas influencer les autres. Et la plus petite note et la plus grande note ont droit à la parole. Donc l'organisateur de ce meeting dit bon, t'as mis 1 sur 5, donc il a mis qu'un seul doigt pour imaginer. Pourquoi? Bah ouais, moi je me suis pas senti à ma place dans cette réunion. J'aurais pu ne pas être là. Et puis pas d'ordre du jour. T'as dépassé de 15 minutes. Voilà, moi je suis pas satisfait du meeting. Donc déjà t'as un feedback de progrès pour l'organisateur, puis aussi se dire bah effectivement tout le monde connaît le syndrome de je suis dans un meeting mais je sers à rien, et ben ça permet de faire sortir. Et de l'autre côté, celui qui a mis la super note, s'il y a une super note, bah ça permet, c'est pareil, un feedback positif pour l'organisateur du manager, et ça met un petit clin d'œil. Tout ce que je vous dis là, je le dis avec beaucoup d'élan, mais au final j'ai vu encore alors je citerai la banque qui le fait, mais j'ai vu c'est déjà, même dans des structures plus anciennes, en termes de management, on voit déjà arriver tous ces outils-là. Pourquoi moi je trouve ça, moi j'ai découvert ça en 2014-2015, donc c'était vraiment vraiment novateur. Et tu vois que je suis passé de start-up à grande entreprise et j'ai réussi à insuffler dans une grande entreprise ces méthodes-là avec des gens qui avaient 20 ans, 25 ans de maison dans cette entreprise. Et c'est vrai que aujourd'hui l'adhésion est beaucoup plus simple. Ouais, moi, ce que j'y vois des choses ludiques, en fait. Alors, je trouve que ça répond bien au fait qu'on est tout le temps en recherche d'outils pour créer des rituels et que ça a la vertu d'être assez ludique. Donc, ce qui est ludique fonctionne bien parce qu'il change un peu de cadre, c'est plus facile c'est des rituels plus faciles à adopter. C'est pas des choses qui prennent forcément beaucoup de temps non plus. Sauf le stand-up. Oui. Stand-up, les katas, parce qu'il faut pour que les routines fonctionnent bien, les katas sont pré-planifiés, il faut des sujets, il y a une structure. Les katas, c'est quand tu fais les dojos, pardon. Oui, les dojos, d'accord. Parce que je me disais, on n'a pas parlé. Les dojos, ouais. Oui, ça se structure un peu plus. Ça se structure, les stand-up, c'est quand même, ça, voilà. Après, où je te rejoins, c'est sûr que tout ce qui est kudo, personal map, les rôtis, ça donne une petite saveur assez cool à ce type de management. Et je finirai, en fait, et en gros, tu l'as quasi introduit, c'est que tout ça, c'est des outils qui s'accompagnent d'une démarche
de management dit beaucoup plus participatif, collectif, collaboratif. T'en parles énormément. Et c'est vrai que le bout de cette expérience se finit dans cette entreprise. Donc, je crois que j'ai pas cité, qui a été racheté, qui s'appelait Oxalide à l'époque, qui a été racheté par Claranet, et donc se finit par une transformation d'entreprise libérée. Avec une vraie transfo, c'est-à-dire que moi j'étais Dirco et Market, j'avais 3 ou 4 managers, j'avais des équipiers, et du jour au lendemain, t'as plus ton bureau, je suis leader et coach d'un cercle de personnes autonomes, etc. Et voilà, dans ce voyage, c'est sûr que le fait d'avoir au départ une boîte avec toutes ces méthodes, tous ces outils, ça a beaucoup aidé à passer à l'étape d'après, même si en plus on a été consulté, aidé par des consultants. Et je pense notamment à un film, il y a c'est pas un film, mais c'est du design thinking dans le qui est sur YouTube, où t'as l'histoire de David Marquet, qui est un commandant de sous-marin qui doit prendre ses fonctions. Et en fait, il se prépare quasi 1 an, parce que c'est hyper technique, c'est hyper spécifique. Chaque sous-marin, a une méthode bien particulière. Et puis, c'est une vraie entreprise, parce que tu as des centaines de collaborateurs. Et 3 semaines avant le fait d'avoir son sous-marin, ses supérieurs lui indiquent qu'il n'aura pas celui-là, mais un autre. Donc là, il se retrouve dans 3 semaines, dans un sous-marin, où il connaît rien du tout, et ni les people, ni la méthode. Et donc, quand il arrive, il change de paradigme, et il se dit, voilà, je vais passer d'un modèle très pyramidal, si on se fait faire en référence à Frédéric Laloux, dans un monde plutôt orange que opale, et ben il a transformé son sous-marin en opale, en disant, voilà, à part l'arme nucléaire, ben c'est tous les collaborateurs qui vont prendre leurs propres décisions et qui vont proposer, puisque moi je suis pas capable d'imposer, parce que je suis pas sûr de moi, sur la technicité nécessaire. De ce sous-marin que je ne connais pas. Exactement. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que ça a été un déclic pour de nombreux collaborateurs d'Oxalide de comprendre le changement, mais également le transfert de responsabilité, et ce qui a fait un podcast aussi, parce que il y a des gens qui ne voulaient pas porter cette responsabilité. C'est facile de dire qu'on n'est pas assez autonome, pas assez responsable, mais quand on le devient, c'est aussi un poids, une responsabilité. Et dans ces modèles-là, les pairs s'auto-jugent énormément. Et donc ça a été, voilà, j'avais envie de partager. Et si vous voulez faire mouche en présentation, vous faites David Marquet sur Google et vous allez trouver. Et donc j'ai dit une bêtise, c'est pas du design thinking, mais c'est quand on fait les films en dessin, c'est de l'automation. Non, ça me reviendra. Les films en dessin. En fait, tu fais comme si tu. Du motion. Du motion design. Voilà. Et voilà, merci, tu m'as sauvé. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Comment créer des leaders, que je n'ai pas lu, donc ça m'intéresse. Et donc ça, on trouve tout ça sur Internet aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant comme approche, c'est intéressant comme transfert. Et je discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui prenait le management d'une équipe dont je ne connaissais pas le métier technique et qui m'expliquait qu'il allait falloir d'abord qu'il passe beaucoup de temps à comprendre la technique. Et je lui dis, je sais pas si c'est pas l'opportunité de faire l'inverse, en fait, de vous concentrer beaucoup sur votre management, très responsabilisant dès le départ, en partant du principe qu'en fait, de toute façon, vous ne pourrez jamais être au niveau technique de vos collaborateurs. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi ce que tu dis par rapport à ça. Et il y a un point qui me revient comme ça aussi, c'est il explique aussi clairement que ce changement de mindset demande d'être une très forte endurance, parce qu'au moindre pépin, on a envie de revenir sur une méthode directive et plus collaborative, parce que les équipiers vont pas à la vitesse, on veut reprendre, et c'est justement ne pas reprendre et continuer, et c'est la recette du succès. Et c'est vrai que quand nous on a chez Oxalide, au Comex, transformé l'entreprise, ça a été assez long, répétitif, pour que ça fasse changer les esprits, et c'était une super expérience. Combien de temps? La transfo, ça a été plus d'1 an, facile. Ouais, avec des partenaires, je trouve ça presque court. 1 an, plus d'1 an pour commencer. Ah oui, d'accord. Pour commencer à tout changer. Voilà.
Oui, après c'est des choses, c'est vraiment sur le temps long, etc. Ouais. Mais tu as raison sur l'aspect de l'endurance, donc de savoir en fait quel risque je suis prêt à prendre, enfin jusqu'où je suis prêt à aller dans le fait de pas contrôler, et à quel moment est-ce que ça peut devenir critique, mais en attendant, comment est-ce que je continue à responsabiliser tant qu'on n'est pas dans la zone critique en fait. Parce qu'effectivement, si j'arrête et que je retourne, ça marchera pas. Voilà, donc c'est avec grand plaisir Eh ben, que je vais partager tout ça. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, donc beaucoup d'outils et puis le témoignage d'une expérience passionnante. Merci Stéphane. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.